Au cœur de la Normandie se dresse un colosse de pierre, le château de Caen. Unique par sa taille, avec 5 hectares de superficie, soit 6 terrains de football. Cette gigantesque forteresse du XIe siècle a été voulue par le plus emblématique des ducs normands, Guillaume le Conquérant. C'est un château très vaste, on dit le plus vaste d'Europe. Véritable icône de l'architecture médiévale, avec ses 850 mètres de remparts de pierre, pesant 20 000 tonnes, des murs atteignant jusqu'à 15 mètres de haut et 4 d'épaisseur. Cette structure à la longévité record est un témoin extraordinaire de l'histoire des châteaux médiévaux. Ces 1000 ans d'histoire ont laissé des traces dans la pierre. On est dans les mêmes dimensions du château depuis à peu près 1000 ans. De la guerre de 100 ans jusqu'au jour le plus long de la Seconde Guerre mondiale, ce fleuron de l'architecture médiévale a su relever les défis de son temps pour devenir un symbole de l'évolution des forteresses militaires et rester un lieu de prestige. Un château, c'est fait pour voir et pour être vu. Pour pouvoir être bien gardé, il faut qu'il ait le plus de secrets possible. Cette structure militaire hors norme, dressée à même la roche, n'a cessé d'être repensée pour résister aux invasions, aux assauts et aux outrages du temps. Aujourd'hui, elle recèle de nombreux secrets sur l'histoire de sa construction. Des questions sur l'histoire du château, il en demeure de nombreuses. Et il y a beaucoup de questions qui, actuellement, n'ont pas de réponse. Le château est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pourtant, historiens, ingénieurs et archéologues commencent à comprendre comment cette forteresse a été érigée. Quels sont les mystères de sa conception? Quel savoir-faire les bâtisseurs ont dû mettre en œuvre pour réaliser cette structure unique en son genre? Les fouilles récentes ont montré qu'on avait encore une longue histoire à raconter. Grâce à des images aériennes inédites, des témoignages d'experts et des reconstitutions en 3 dimensions, vous allez découvrir comment et pourquoi ce château est devenu, au fil du temps, l'une des plus emblématiques mégastructures fortifiées de notre patrimoine. Construit sur un éperon rocheux, en plein cœur de la ville normande, le château de Caen. Avec son rempart monumental pouvant atteindre plus de 4 mètres d'épaisseur, ses 11 tours quadrangulaires, protégées par un immense fossé, ce géant de pierre a de quoi impressionner. Ce château médiéval est en effet l'un des plus grands d'Europe, l'un des plus emblématiques également. L'exemple parfait de l'architecture militaire du Moyen-Âge. Un témoignage précieux de la façon dont les architectes ont bâti des fortifications adaptées à l'évolution de l'armement. Plus grandes, plus robustes, plus ingénieuses. Pour comprendre tous les secrets de la construction du château de Caen, il faut remonter 1000 ans en arrière. La Normandie est alors un duché féodal rattaché au royaume de France depuis un siècle, avec ses places fortes, Rouen au nord et Falaise plus à l'ouest. Les ducs normands sont puissants et leur territoire est l'objet de bien des convoitises. De bonnes raisons de bâtir des forteresses comme celles de Fécamp, Gisors, Évreux, Breteuil. La fortification a des fonctions concrètes militaires, de défense. Associée à cette fonction utilitaire, il y a toujours cette dimension d'ostentation de la puissance, de démonstration du pouvoir. Le château, c'est fait pour voir, contrôler, mais c'est fait aussi pour être vu. Nous sommes en 1060. Plus que tout autre, celui qui n'est encore qu'un jeune duc va vite avoir besoin d'affirmer son autorité. C'est Guillaume le Conquérant. Personnage légendaire, entré à tout jamais dans l'histoire en devenant le tout premier roi d'Angleterre, duc de Normandie. Il a besoin d'asseoir son autorité sur l'ouest du duché.
Son père possédait de nombreux châteaux, mais il était important pour lui de laisser sa marque dans l'architecture castrale. Un château, normalement, c'est supposé nous protéger quand on est à l'intérieur, mais c'est aussi supposé dominer une ville et un territoire et marquer sur un territoire le pouvoir de son propriétaire. Et là, on parle du duc de Normandie, le seul à avoir le droit de bâtir un château. Guillaume le Conquérant veut une forteresse à la hauteur de ses ambitions, démesurée. Mais il faut d'abord choisir un lieu stratégique pour son implantation. Si on regarde tout simplement une carte, on s'aperçoit qu'il y a un triangle Bayeux, Lisieux, Falaise et un grand vide au milieu de ce triangle. Donc il y a un problème de contrôle de territoire, il y a un problème d'organisation stratégique de l'espace qui appelle en quelque sorte une fondation ici. Le lieu choisi par le duc de Normandie, c'est Caen. Ce n'est alors qu'une petite ville modeste, un bourg, a priori sans grand intérêt. Pourtant, Guillaume le Conquérant n'en démord pas. C'est ici que son château sera construit. Caen, vers 1060, est une petite ville, un bourg tout simplement, un bourg qui est constitué d'une rue principale, qui est toujours existante, qui est la rue Saint-Pierre, mais qui possède déjà un marché et un élément important dans une ville au Moyen-Âge, c'est le port. Un port, un marché, mais surtout le bourg de Caen a un atout considérable. Il est dominé au nord par un éperon rocheux qui surplombe la vallée. Un promontoire idéal pour construire un château. On a ce dôme, on a cette butte qui, en général, est le mets de choix. Quand on implante une forteresse, quand on implante une motte, on bâtit toujours un château en hauteur pour des raisons défensives évidentes. Et ce qu'il investit, c'est en fait un éperon rocheux, donc un relief qui domine en fait la vallée de l'Orne et sans doute un certain nombre d'habitats en pied de ce promontoire. Et le château médiéval dans la ville, il est au cœur du paysage. On ne peut pas ne pas le voir. S'il se fond dans son environnement, le château installé sur la butte offrira un panorama idéal à 360 degrés. Il n'en faut pas plus pour achever de convaincre Guillaume le Conquérant. En 1060, la première pierre est posée. Les architectes utilisent alors les procédés les plus performants de l'époque, à commencer par ceux qui garantissent au château une protection minimale. Donc la technique de construction, c'est on creuse le fossé, on rejette les remblais à l'intérieur, système de construction d'une motte médiévale, et sur ce talus artificiellement créé, on va élever un rempart en pierre. En plus de l'éperon rocheux, une motte. De quoi mettre le château un peu plus à l'abri d'éventuels assaillants. Encore faut-il utiliser une pierre de qualité. Et pour ça, les maîtres d'œuvre et leurs artisans n'ont pas à chercher bien loin. La roche calcaire sur laquelle s'est installé le chantier est une véritable aubaine. C'est de la pierre dite de Caen, un matériau idéal. Les matériaux qui sont choisis à la base sont quand même des matériaux de qualité. La pierre de Caen, c'est une pierre qui dure dans le temps. Et puis l'utilisation du mortier coquillé, donc à base de sable marin, effectivement renforce cette durabilité des maçonneries. Résistante à l'usure du temps et aux intempéries, la pierre de Caen est aussi un formidable rempart contre les agresseurs. Et ce ne sont pas là ses seuls atouts. Tendre, elle est facile à extraire et à travailler. Mais surtout, Guillaume le Conquérant est séduit par son aspect qui sied à son prestige. C'est que la pierre de Caen, comme on le voit derrière moi, réfléchit le soleil de manière extraordinaire et on le voit de très très loin. Et on a envie de montrer que l'on a le plus beau château, en parallèle à ceux de ses voisins. Le projet est ambitieux. C'est l'un des plus extraordinaires du XIe siècle. Les dimensions du château battent des records. Les remparts, par exemple, forment une ceinture de 850 mètres de long. On estime que 10 000 mètres cubes de pierre sont extraits pour les construire. À certains endroits, ils mesurent près de 15 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Un château est enfermé derrière une enceinte massive qui enferme plusieurs hectares, donc c'est juste formidable comme ouvrage. S'ajoutent des spécificités qui doivent rendre le site invulnérable, imprenable. Cette première fortification, elle est caractérisée par un mur en pierre de taille, donc d'une épaisseur d'environ 2 mètres à 2,50 mètres. Il va comporter un certain nombre d'éléments défensifs, qu'il s'agisse de créneaux, de hourds.
Au sommet de la muraille, on trouve une alternance de créneaux et de merlons. Les soldats peuvent s'abriter derrière les merlons, puis tirer sur les assaillants à travers les créneaux. Un système défensif complété par des hourres, des échafaudages en bois qui s'avancent dans le vide et qui sont équipés de trappes. Les assiégés peuvent alors lancer des pierres ou divers projectiles en toute sécurité. Bâtir plus grand, plus haut, plus épais pose des problèmes techniques. Comment faire pour que tout ne s'écroule pas sous le poids de la structure? Pour le mur de fortification, les architectes ont la solution. Ce mur était en revanche épaulé par toute une série de contreforts plats qui avaient une fonction en fait bien sûr structurelle. Il s'agissait de raidir les murs dans leur verticalité et puis ils avaient sans doute une fonction plus ou moins esthétique. Rendre l'ensemble plus élégant, bien sûr. Mais Guillaume le Conquérant veut avant tout un maximum de sécurité. En 1060, lorsque débute la construction du château, il n'y a pas de menace directe sur le duché de Normandie. Mais il sait que la période est instable et que la paix est fragile. Grâce à sa forteresse, il espère pouvoir résister encore un peu plus à d'éventuels assaillants. Un château, pour pouvoir résister aux attaques, a besoin d'avoir le moins de faiblesse. Donc le moins d'ouverture, le moins de portes de sortie. Et il est un petit peu comme un secret. C'est-à-dire que pour pouvoir être bien gardé, il faut qu'il ait le plus de secrets possible. Guillaume le Conquérant est catégorique. Son château doit être inviolable. Sa volonté est exaucée. Le château de Caen ne comporte que 2 accès. Une porte au nord défendue par une tour-porte, tournée vers l'extérieur, et une porte tournée vers la ville qui, elle, est plus réduite, plus modeste, certainement limitée dans ses possibilités de passage. Là encore, les 2 accès ont été pensés pour réduire les risques d'intrusion. Il s'agit d'avoir un niveau de défense, et donc le premier dispositif fortifié, c'est cette tour-porte, qui donc est un dispositif assez classique dans les grandes forteresses de cette époque-là. Le dispositif de cette tour-porte est simple. Elle est ouverte de part en part et abrite un couloir. Seul accès de grande taille au château, fermé par une porte en bois à double vantaux. Au sommet se trouve un chemin de ronde avec des créneaux et des hourres. Compliqué, voire impossible pour les ennemis de s'y engouffrer. Le château de Caen est donc bien la forteresse que réclamait Guillaume le Conquérant. Mais il doit également être à la hauteur du prestige de son puissant propriétaire. À l'intérieur du site, on va trouver plusieurs éléments. Le palais princier. Donc le palais, ce n'est pas juste un bâtiment somptueux tel qu'on peut l'imaginer pour les périodes postérieures. C'est un ensemble de bâtiments qui sont au service du prince. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines du palais ducal, qui a été édifié au sein de la forteresse. Mais au XIe siècle, il était composé de pièces et de lieux indispensables à tout seigneur qui se respecte. C'est la grande salle, le hall chez les Anglais, c'est la partie plutôt privée, donc c'est ce qu'on appelle la caméra, la chambre. Et puis on a une partie religieuse, c'est la chapelle, souvent la capella. Gravite autour de ça toute une série d'autres structures, constructions, réserves, ateliers, qui marquent effectivement le palais. Au Moyen-Âge, les seigneurs étaient de véritables nomades, passant d'un château à l'autre. Mais pour Guillaume le Conquérant, le château de Caen devait devenir le centre névralgique de toute la Normandie, le lieu où se prennent les décisions. Il a donc dû investir sans compter, même si les historiens aujourd'hui manquent de données. On peut imaginer que pour un site qui a une grande importance politique comme celui-là, on est sur un investissement rapide, donc avec beaucoup de moyens, beaucoup d'ouvriers, pour construire relativement rapidement à la fois l'enveloppe générale et le palais. La réussite d'un projet aussi ambitieux repose déjà sur l'organisation du chantier. Ici, à Caen, il s'étale sur près de 5 hectares. Un chantier pharaonique. Tous les corps de métier, du plus traditionnel au plus novateur, sont mobilisés. Du temps de Guillaume, en fait, le chantier va faire appel à une main-d'œuvre plus ou moins spécialisée, de tailleurs de pierre, de maçons. Ces ouvriers et artisans, en fait, vont utiliser pour monter les maçonneries de la fortification des systèmes d'échafaudage en bois. Les échafaudages sont de véritables casse-têtes, des assemblements qui nécessitent une extrême rigueur. Ils sont en bois,
avec des perches et un platelage rudimentaire monté soit le long du mur en appui, soit fiché de perches transversales qui se fixent dans la maçonnerie. D'autres instruments et engins permettent d'aller vite et d'être plus efficaces, dont certains qu'on imagine à peine. Pour ce qui est des éléments de levage, on a des chèvres, des treuils, ça on en connaît pour cette époque-là. De véritables grues, on les voit apparaître dans les images, dans les miniatures, un peu plus tard. Mais on peut imaginer qu'elles existaient déjà. Si les machines au service des artisans et des ouvriers sont élaborées, l'outillage reste relativement rudimentaire. L'outillage du tailleur de pierre, il a relativement peu évolué entre l'époque romaine et le 19e siècle. Quand on travaille pour creuser les fossés, on dispose de pics et de pelles et de bêches avec des bouts ferrés, mais qui devaient s'user assez rapidement. Pour le travail du tailleur de pierre, toujours un peu les mêmes outils, c'est-à-dire un outil avec un manche qui lui permet de taper directement sur la pierre, et puis un outil indirect, c'est-à-dire que vous avez un ciseau à pierre, et puis vous avez un marteau qui vous permet d'être plus précis sur le point d'impact. Ça, on est sur la taille de la pierre traditionnelle qui n'a guère changé au fil des temps. Ces outils ont laissé des traces à la surface même des blocs, ce qu'on appelle le layage, qui correspond en fait à l'impact de l'outil du taillant droit sur la surface du bloc. Ces traces d'outils pour cette fortification du XIe siècle permettent effectivement d'apporter des petits indices de datation. On peut ainsi dater, sans trop se tromper, la période d'achèvement du château de Guillaume le Conquérant au tout début du XIIe siècle. Mais son propriétaire n'assistera jamais au dernier coup de marteau. En 1087, il est mortellement blessé lors de la bataille de Mantes-la-Jolie qu'il livre contre le roi de France. Guillaume le Conquérant meurt à Rouen. Il laisse derrière lui un château fortement inspiré par sa grandeur et inévitablement lié à sa légende. Mais la forteresse de Caen, pendant les 10 siècles qui vont suivre, va évoluer et avoir plusieurs vies. Ça commence avec Henri Ier Beauclerc, le 3e fils de Guillaume le Conquérant. C'est lui qui hérite en 1106 du royaume d'Angleterre, du duché de Normandie et par là même du château de Caen. Henri Ier est réputé comme un grand bâtisseur. C'est celui qui aura marqué l'histoire du château de Caen après son père. Henri Ier veut marquer de son empreinte l'architecture des structures de Normandie et d'Angleterre, ce qui lui vaudra le surnom de Henri le Bâtisseur. Pour le château de son père, le château de Caen, il a de grandes ambitions. Aujourd'hui, on lui a attribué la construction de la salle de l'échiquier et la construction du donjon à l'intérieur du château. La salle de l'échiquier. Des dimensions impressionnantes. 32 mètres de long sur 13 de large, l'équivalent d'un terrain de basket. Le faîtage, lui, culmine à 13,50 mètres. Si elle est si imposante, c'est parce qu'elle est au cœur du système politique du duché de Normandie. La salle de l'échiquier, c'est un héritage d'une administration spécifique qui permettait de doter l'organe principal du pouvoir de tout ce dont il avait besoin pour maîtriser le territoire. Donc l'échiquier, c'est le centre administratif. Cette salle a un nom qui est passé dans l'histoire, qui est salle de l'échiquier, qui traduit la présence d'une institution qui est en quelque sorte la cour des comptes. C'est-à-dire que le prince réunit régulièrement à différentes fêtes religieuses ses barons pour faire les comptes de leur gestion. Concrètement, on déplace des monnaies de différentes valeurs sur un tapis à damier qui ressemble à un échiquier, d'où son nom. Mais c'est loin d'être la seule fonction de cette pièce. On pense que cette grande salle est la grande salle de réception. Donc c'est là qu'on organisait les fêtes, qu'on recevait les seigneurs si on devait le faire. Si aujourd'hui, il y a consensus sur les fonctions de cette salle, il y a débat autour de son architecture. Était-elle un seul et unique grand volume ou avait-elle un étage ? Des indices figurant notamment sur la tapisserie de Bayeux laissent penser qu'il y aurait eu un étage. Mais plusieurs salles contemporaines de celle-ci, comme à Westminster, induisent plutôt l'idée d'un seul immense volume dédié à la cérémonie du pouvoir. À ce jour, c'est cette dernière hypothèse qui a le plus de partisans, sans aucune certitude.
Mais l'une des réalisations les plus impressionnantes et les plus caractéristiques d'Henri le Bâtisseur, c'est le donjon-palais. Alors qu'est-ce qu'un donjon-palais? C'est une tour quadrangulaire, un gros pavé, roman dans la forme, donc des lignes très massives, on n'est pas dans l'aérien du gothique. Et à quoi sert un donjon-palais? À abriter la cour des ducs de Normandie. Henri Ier Beauclerc en fait construire partout, sur tous ses territoires. Aujourd'hui encore, on peut en admirer au château de Chambois, en Normandie, ou à Rochester, en Angleterre. L'imposant donjon-palais de Caen, lui, est érigé en 1120, à proximité de la tour-porte. C'était un donjon construit sur un modèle classique, un donjon anglo-normand, qui était principalement composé de 3 niveaux. Au lieu d'avoir des bâtiments les uns à côté des autres, désormais, on a des bâtiments qui se succèdent, des celliers en bas, une grande salle, et puis des lieux un peu plus privés et des lieux de défense dans la partie supérieure. Toute l'ingéniosité d'un donjon-palais, c'est d'allier le faste d'une résidence princière et l'aspect défensif. Ces donjons n'ont qu'un seul accès protégé par un avant-corps qui monte directement au premier étage, un étage de défense. De là, on peut accéder à l'étage bas, une pièce aveugle qui sert de réserve et de salle du trésor. Puis, on trouve un étage supérieur dédié aux réceptions, aux appartements du duc. Le dernier étage, enfin, abrite les soldats. Le donjon-palais mesurait environ 25 mètres de côté, mais surtout 30 mètres de hauteur, ce qui permettait aux soldats de voir arriver l'ennemi de plus loin. Il offrait ainsi davantage de sécurité et constituait donc un dernier repli idéal en cas d'attaque. C'est rarement attaqué un donjon. C'est une structure très difficile à prendre. Généralement, l'ennemi ne s'attaque pas à ça. Il fait le siège de la ville, du château, et il attend que ceux qui sont enfermés à l'intérieur sortent. Et effectivement, sous le règne d'Henri Ier Beauclerc, le château de Caen n'a jamais été attaqué. Justifie-t-il pour autant sa réputation de citadelle imprenable? Ce n'est pas l'avis d'Henri de Plantagenet. Le nouveau roi d'Angleterre, duc de Normandie, estime que la forteresse est trop vulnérable. Comme il est lui aussi animé par la volonté d'imposer sa marque sur l'architecture des châteaux de son royaume, il va avoir une idée. Une nouvelle fois, le château de Caen va subir des transformations, à commencer par les fortifications. À l'époque d'Henri II, puis de ses 2 fils, c'est-à-dire Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, on voit des recherches un petit peu dans tous les sens pour renouveler les principes de la fortification, qui donnent lieu à un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans le château de Caen, où ils ne sont pas encore très bien datés. Le fait d'avoir un flanquement systématique, c'est-à-dire des tours régulièrement disposées devant la muraille. Sous l'impulsion d'Henri II, la structure se voit ainsi modifiée et agrémentée de 11 tours de défense qui jalonnent les 850 mètres de son périmètre. Le rôle dissuasif du château est alors beaucoup mieux assuré. Les tours quadrangulaires du château de Caen avaient l'avantage de permettre une défense un peu plus active, c'est-à-dire que ces tours en fait faisaient saillie sur l'avant du mur de la fortification et permettaient en fait à la garnison qui occupait le château de pouvoir surveiller le nu des murs extérieurs et le pied des fortifications. Et puis des tours qui sont des tours avec plusieurs étages et qui s'ouvrent par des ouvertures pour le tir, des archères, qui permettent d'avoir un château désormais beaucoup plus efficace, qui permet une défense beaucoup plus active du château et de ses alentours. Ces tours quadrangulaires sont caractéristiques de la dynastie des Plantagenets. Mais surtout, grâce à elles, Caen peut enfin justifier son statut de forteresse imprenable. Ces transformations sont-elles les dernières? C'est ce qu'on pense pendant près d'un demi-siècle. Les rois d'Angleterre se succèdent, mais l'architecture du château de Caen, elle, ne bouge plus. Il faudra attendre un événement historique capital pour que, de nouveau, la forteresse soit au centre des attentions. On est en 1204. Le roi de France Philippe Auguste met fin au règne hégémonique des ducs de Normandie, rois d'Angleterre. Il prend le château de Caen, sans combat.
À partir de 1204, le roi de France a prononcé la confiscation du duché de Normandie. Il l'a rattaché au domaine royal, c'est-à-dire à ses biens propres. Philippe Auguste étend son royaume, dont Caen devient alors un chef-lieu. Mais le roi se méfie des représailles et veut moderniser les défenses du château. Le château, il a 1000 ans d'existence, il a 1000 ans de vie parce qu'on n'a jamais cessé de le transformer. Donc Philippe Auguste participe à ça. Le temps a passé depuis la construction des tours quadrangulaires et l'architecture militaire a considérablement évolué. Son aménagement majeur va être d'isoler le donjon, donc le pouvoir, du reste du château. Et pour cela, il va construire autour du donjon une chemise. C'est des pentes courtines avec des tours d'angle. Et le tout sera bordé d'un fossé qui va isoler le donjon du reste de l'enceinte. Une muraille qui ressemble à s'y méprendre à la fortification du Louvre. Vous allez retrouver quelque chose de très familier avec le dispositif de chemise, comme on dit, autour du donjon, qui est très caractéristique de l'architecture militaire philippienne. Ainsi, le donjon-palais est isolé du reste du château. C'est un abri idéal pour le roi en cas de révolte. Mais est-ce vraiment là l'unique objectif ? L'idée, c'est vraiment d'asseoir l'autorité du roi de France sur l'ancien duché de Normandie. Ces premiers aménagements entamés par Philippe Auguste condamnent la porte d'origine et obligent à en construire une nouvelle. La porte des Champs, située à l'est de l'enceinte. On en profite alors pour imaginer un système défensif imparable. Alors la porte des Champs tire son nom du fait qu'elle est tournée vers les champs. Originellement, la porte des Champs est une construction faite à partir de 2 tours qui ont une forme de fer à cheval. Ces 2 tours sont reliées par un pente courtine dans lequel on va avoir forcément la porte avec une herse, un pont-levis qui va permettre de franchir le fossé et d'aller vers la campagne. Ce sont des formes architecturales qui sont systématisées effectivement par les maîtres d'œuvre de Philippe Auguste. Mais l'ambition du roi de France ne s'arrête pas là. Philippe Auguste va bouleverser la forteresse en érigeant 2 tours rondes, au rôle stratégique parfaitement pensé. Tour Puchot, Tour Mathilde, ce sont les noms que la tradition leur a donnés, qui sont situés dans l'angle nord-ouest et dans l'angle sud-est du château, avec un château qui change un petit peu de sens. Il est maintenant à la fois un château qui protège la ville, mais aussi un château qui contrôle la ville. La relation ville-château sera toujours dans cette ambiguïté, château pour la ville ou château contre la ville. La structure architecturale de ces 2 tours rondes est totalement nouvelle pour l'époque. La tour Puchot, au nord-ouest, mesure 8 mètres de diamètre, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur. La tour Mathilde, elle, est plus grande, avec un diamètre de 12 mètres et une épaisseur de mur de 4 mètres. Elles présentent toutes les 2 des caractéristiques de la construction philippienne. Un talus maçonné, une base tronconique, qui sert d'appui aux parties hautes, et une série d'archères en quinconce sur les différents niveaux. Mais alors, pourquoi des tours rondes plutôt que quadrangulaires ? Ces tours quadrangulaires, en fait, du fait de leur plan, comportaient un certain nombre d'angles morts quand il s'agissait de surveiller les abords de la fortification. Alors qu'effectivement, le plan de forme circulaire permet d'avoir un meilleur champ de tir et donc de couvrir une plus large surface des abords du château en cas de siège ou de conflit militaire. Mais ce n'est pas tout. Au XIIIe siècle, sous Philippe Auguste, les armes utilisées lors des sièges ne sont encore que des armes de projection, comme le mangonneau ou le trébuchet, aux projectiles particulièrement dévastateurs, surtout pour les tours quadrangulaires. Une tour carrée, vous envoyez un boulet sur une arête de mur, le mur va tomber. La tour ronde, vous envoyez le même boulet, il va en fait tasser les pierres de la construction qui, comme il n'y a pas d'angle, c'est beaucoup plus difficile à atteindre et ça tasse les pierres et ça les ramène vers l'intérieur et c'est beaucoup plus difficile à détruire. En quelques années à peine, Philippe Auguste s'est donc réapproprié le château de Caen. La structure d'origine construite par Guillaume le Conquérant est alors considérablement modifiée. Le roi de France a ainsi fait de la place normande un poste stratégique dans sa défense du territoire. Philippe Auguste ne le sait pas encore, mais il a vu juste. Car, quelques décennies après sa mort, une menace venue d'Angleterre va gronder aux portes du royaume de France.
Il faut attendre quand même 1346, donc 1060-1346. Il faut attendre 3 siècles pour qu'il commence à se passer quelque chose de vraiment spectaculaire au pied des murailles du château. 1346. En pleine guerre de 100 ans, le roi Édouard III d'Angleterre, redoutable stratège militaire, lance un raid équestre sur la Normandie. C'est à Caen, au pied de la forteresse, qu'il met le feu aux poudres. 1346 est une date importante dans l'histoire de la ville. C'est la première attaque par les Anglais lors de la guerre de 100 ans. On disait tout à l'heure qu'un château est difficilement prenable, donc ils entrent en ville, ils laissent une garnison et ils s'en vont. Les Anglais pénètrent assez facilement dans une ville qui est fort mal défendue et ils vont incendier et piller la ville qui va se retirer à l'intérieur du muraille des châteaux et le château, lui, ne sera pas pris. En quelques semaines, la maigre garnison anglaise laissée sur place est massacrée par les Canets, révoltés, qui reprennent leur ville. Si cette fois le château a résisté à l'envahisseur, serait-il en état de tenir le choc une deuxième fois ? Ça se traduit par le constat de graves insuffisances dans les défenses de la ville, sur la fortification urbaine elle-même et sur la solidité des murailles ici dans le château. D'autant que les progrès de l'armement font apparaître une arme redoutable qui va changer la face des conflits, le canon à poudre. Même si les premiers modèles, qui ne tirent encore que des boulets de pierre, ne sont pas d'une grande efficacité, il faut s'adapter, et vite. Dans un premier temps, on va construire ce qu'on appelle un contre-mur. Donc le contre-mur, au XIVe siècle, c'est un mur qui vient s'appuyer sur le premier rempart, tout simplement, qui va créer un chemin de ronde et qui va doubler l'épaisseur du rempart initial. La guerre de 100 ans fait rage. Pendant des décennies, Anglais et Français se rendent coup pour coup sur le continent. Au début du XVe siècle, les troupes anglaises gagnent du terrain en Normandie et arrivent à Caen. Second siège du château en 1417, cette fois-ci c'est le roi Henri V qui est à la manœuvre. Et là on va mettre le siège devant le château. Et là on va prendre le château mais pas de force. Mais alors comment les Anglais vont-ils faire pour prendre cette forteresse réputée imprenable ? Là encore le château résiste et on négocie. On négocie, c'est une situation tout à fait normale dans la guerre de l'époque. Donc les Anglais s'installent, ils s'installent dans Caen et ils s'installent évidemment dans le château, dans le château de Caen, qui va devenir en fait la grande base anglaise pour la Basse-Normandie. Les Anglais chassent tous les Français qui vivaient au château et prennent les affaires en main. Ils exercent les fonctions administratives, les fonctions de justice, ils prennent en main évidemment tout ce qui relève des impôts, de la fiscalité, parce qu'il faut entretenir le château. Il faut le fortifier en permanence, le mettre au goût du jour. Durant cette période de pacification, le château est dirigé par des Anglais qui restent néanmoins très méfiants. Mais jusqu'à quel point cette méfiance va-t-elle avoir un impact sur la structure de la forteresse ? Les Anglais savent que le point faible, en fait, c'est le sud du château. La ville a toujours été prise par le sud. Ils l'ont prise par le sud en 1417, en 1346. Donc ils savent que c'est le point faible. Et puis, ils se méfient aussi de la population qui commence un peu à se demander où est son intérêt et est-ce que le retour d'un roi français ne serait pas à son avantage. À Caen, ça se traduit par des modifications importantes dans le système de défense et notamment, sous l'occupation anglaise, la construction de la barbacane de la Porte Saint-Pierre. La barbacane de la Porte Saint-Pierre, comme sa jumelle de la Porte des Champs, est un édifice stratégique. Elle tient éloigner la population de l'entrée sud du château et permet de retarder l'arrivée d'assaillants. Avant d'attaquer le château, il va falloir attaquer la barbacane. D'ailleurs, si on la prend isolément, c'est un petit château. Un petit château composé de tourelles et de courtines, doté d'un unique accès toujours ingénieusement orienté de la même manière. Comme la plupart des assaillants sont droitiers, ils lèvent le bras droit qui tient leur arme pour ferrailler et sont ainsi à découvert, à portée des archers installés sur les remparts qui n'ont qu'à viser juste pour les atteindre. La barbacane de la Porte Saint-Pierre, c'est un avant-poste, d'abord qui permet un contrôle visuel sur la ville. C'est aussi une marque de pouvoir et puis un moyen d'impressionner, on va dire, la population si elle avait éventuellement envie de
de s'émotionner un peu, comme on dit au XVe siècle. Et l'architecture de cette barbacane est parfaitement adaptée aux nouveautés de son siècle. Elle sert aussi à disposer des canons, des bombardes, des armes à feu. On est au tout début de l'arme à feu comme arme de siège et comme arme d'attaque et de défense. Comme toujours, une nouvelle arme apparaît, on va essayer de trouver les éléments pour se défendre de cette arme. Si on peut imaginer que les premiers canons étaient surtout faits pour faire du bruit, pour impressionner l'ennemi, souvent c'était même dangereux parce que comme c'était les débuts, ils explosaient, ça tuait celui qui devait attaquer. Mais là, on est à la fin de la guerre de 100 ans, ça y est, on sait faire. En quelques années, les militaires font des progrès fulgurants et mettent au point des canons d'une efficacité inédite qui tirent des projectiles de plus en plus redoutables. On introduit des boulets qui sont des boulets métalliques et eux vont être efficaces par rapport aux maçonneries. Et à partir de ce moment-là, il faut repenser l'ensemble des principes de la fortification qui remontaient à l'Antiquité. Pour adapter la structure à cette nouvelle arme, les Anglais montent derrière les murailles des talus de terre, véritables amortisseurs sur lesquels ils aménagent des terrasses d'artillerie. Ils percent des bouches à feu pour glisser les canons en bas des archères. Malgré ces aménagements très dissuasifs, ils n'empêchent pas le roi de France Charles VII de réinstaller le siège du château le 5 juin 1450. À l'intérieur de l'enceinte sont réfugiés les chefs de guerre anglais. Constatant l'impossibilité de tenir la forteresse, ils se rendent avant que l'assaut ne soit donné. Donc il y a un accord entre la garnison qui défend le château et les assaillants, et le château se rend. Le 1er juillet, les Anglais acceptent la reddition après 33 années d'occupation. Charles VII, roi de France, entre triomphalement dans la forteresse le 6 juillet. Dans une Normandie dévastée, c'est l'une des dernières pages de la guerre de 100 ans qui cesse en 1453. Bien que le château n'ait jamais été pris par la force, la fin du conflit ne pose-t-elle pas la question de son utilité face au progrès de l'armement ? On s'aperçoit qu'on est déjà dans un château qui militairement est peut-être un peu dépassé. On ne va pas faire beaucoup d'efforts pour le moderniser. Avec la fin du Moyen-Âge, l'art de la guerre adopte un nouveau visage. Les forteresses aux immenses remparts sont très vite inadaptées face à l'artillerie lourde qui devient la norme. Cette évolution pénalise quand même le château, puisque la muraille verticale contre le tir d'artillerie, c'est vraiment quelque chose qui ne tient pas bien longtemps. Avant, on avait un tir qui était un tir parabolique, avec les arcs ou les arbalètes, par exemple, voire les mangonneaux. Désormais, on a un tir rasant, donc il faut être le plus bas possible par rapport au terrain environnant. Malgré les travaux de remblaiement, les murailles du château restent trop hautes pour faire de la fortification un élément de défense adapté. Donc il faut baisser et s'enterrer même dans certains cas, et on aboutira au XVIIe siècle, la fin du XVIe siècle, à des fortifications bastionnées qu'on connaît bien en France par les fortifications de Vauban, par exemple. On reste dans ces principes qui sont des principes liés à l'artillerie à poudre. Seulement, au château de Caen, les gouverneurs n'entreprennent pas totalement les travaux préconisés par les militaires du génie. La forteresse dédiée au pouvoir politique devient un lieu stratégique de second plan. Après la guerre de 100 ans, le château est un petit peu en veille. Il peut toujours servir, et il va servir à certains moments, mais il n'a plus cette fonction centrale qu'il a pu avoir pendant la guerre de 100 ans. Donc il est en veille, c'est-à-dire qu'il est entretenu, il est maintenu, il peut servir. C'est la période du logis du gouverneur, c'est-à-dire le château et la place où le gouverneur des places et villes de Caen tient son siège. Il est le représentant du roi dans la ville, et c'est la relation entre le pouvoir royal incarné dans le château et la ville. Le château ne subit quasiment plus aucune transformation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française. C'est alors la Première République qui vacille sous les luttes de pouvoir entre députés de la Convention nationale. C'est le régime de la terreur. À l'été 1793, un coup de tonnerre va retentir au sein de la forteresse. Pendant la Révolution française, le château de Caen va tenir un rôle malgré lui. À l'intérieur du château se trouve une caserne qui abrite des invalides. Ils vont détenir à l'intérieur du site 2 députés de la Convention nationale qui étaient Rome et Prieur.
Donc ils vont être détenus ici dans des conditions tout à fait acceptables, mais la Convention nationale n'a pas du tout apprécié la chose. En représailles, elle a décrété la destruction du donjon et du château de Caen. 6 août 93, c'est le décret donc, de la Convention qui décide de raser le donjon. C'est une décision politique destinée à punir la ville de Caen. Ce décret est un véritable couperet. Le château de Guillaume le Conquérant passe sur l'échafaud et les révolutionnaires vont lui trancher la tête. La petite histoire dit « Et un poteau d'infamie sera planté sur le site ». Depuis Paris, on donne concession à des exploitants de pierre canet qui se mettent au travail sans délai et commencent à étêter le gigantesque donjon de 30 mètres de haut, dressé 8 siècles plus tôt. Les murs font 4 mètres d'épaisseur. Quand on détruit, on se contente de faire tomber les pierres au pied du donjon. Donc vous avez le donjon et le tas de pierres va monter au fur et à mesure qu'on va faire tomber les pierres. Donc vous avez un moment, à peu près à la moitié du donjon, où le tas de pierres il est aussi haut que ce qui reste, donc on s'arrête là. Mais l'entreprise de destruction du château ne s'arrête pas au donjon laissé à l'état de ruine. La porte Saint-Pierre et sa barbacane sont sérieusement endommagées. Le presbytère de la paroisse Saint-Georges est tout simplement détruit. En un mot, la Révolution guillotine le château. Et évidemment, ça nous prive aujourd'hui d'éléments importants dont on a bien du mal à reconstituer l'apparence aujourd'hui. Le château est donc défiguré, mais il a échappé à la destruction totale. Il reste l'enveloppe extérieure et quelques bâtiments. 18 ans plus tard, l'empereur Napoléon Bonaparte fait escale à Caen. Et la question de la destruction du château va alors se poser à nouveau. En 1811, Napoléon est en tournée d'inspection. Il vient notamment s'inquiéter des fortifications de Cherbourg. Et de passage à Caen, il écrit à son chef d'état-major qu'il a vu le château de Caen, que l'entretien de cette forteresse lui paraît parfaitement inutile. Et dit mais ce château, il ne sert plus à rien, il faut le détruire et aménager une place publique pour les canets. Les décisions de l'empereur inflexible sont en général irrévocables. Mais la clairvoyance de certains officiers va cette fois-ci changer la donne. Quand même, les militaires qui sont là lui font entendre raison en lui amenant l'élément suivant, que ça pouvait être un élément important de surveillance des populations de la ville. C'est ce qui va permettre de sauver le château. Et le château va parfaitement tenir son nouveau rôle. Ici, on va mettre des gens en prison. Ici, en 1812, on va exécuter des canets qui se sont révoltés lors d'une émeute contre la faim. L'empereur commue donc sa décision initiale. Napoléon ordonne que le château devienne la base arrière du système défensif de la Basse-Normandie face au risque d'invasion ennemie. Son rôle est de stocker de la poudre et de l'armement pour défendre la côte. L'élément essentiel, c'est d'empêcher que les Anglais ou les Hollandais débarquent sur les côtes normandes. Sauvée, la forteresse retrouve une seconde jeunesse. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. À partir du milieu du 19e siècle, va s'installer sur le site la caserne Lefebvre. Un grand régiment d'infanterie très prestigieux, issu des guerres napoléoniennes. Le 36e régiment d'infanterie qui va être caserné dans le château de Caen à partir des années 1875. Pour loger ces hommes, il faut construire. Le château subit des transformations radicales. On comble les fossés au nord, on nivelle la partie centrale. Les vestiges du donjon de Philippe-Auguste et du palais de Guillaume le Conquérant sont ensevelis sous des tonnes de terre, sur lesquelles se dressent désormais des bâtiments de caserne. On va multiplier les constructions de façon plus ou moins ordonnée pour répondre aux services de la garnison. La notion de patrimoine est alors encore balbutiante en France. La vieille pierre n'est pas une priorité. Ainsi, le logis du gouverneur sert de bureau, la paroisse Saint-Georges de Poudrière. À l'époque de la caserne Lefebvre, le château est densément occupé. On a des militaires, forcément, on a des bâtiments de garnison pour les abriter. Les officiers habitent dans des bâtiments existants, notamment proches de la porte Saint-Pierre. C'est un lieu de vie. On a des familles complètes. Ces militaires-là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Le château devenu caserne vit en autarcie. La ville se développe tout autour. Peu à peu, la forteresse disparaît. En 1939,
la Seconde Guerre mondiale éclate. En quelques semaines, les Allemands occupent toute la partie nord de la France. La Normandie n'échappe pas à l'invasion. Au château, on atteste la présence d'une garnison nazie et de quelques éléments de défense anti-aérienne dès juin 1940. Les derniers militaires occupants du château sont les soldats allemands qui vont s'installer à l'intérieur en mettant en place quelques aménagements, quelques ouvertures de tir pour la défense, quelques éléments souterrains aussi en récupérant des souterrains médiévaux ou des caves médiévales qu'ils vont bétonner. Et puis l'élément le plus visible, ça va être peut-être la création de 2 piscines à l'intérieur du château qui aujourd'hui ont également disparu. L'état-major allemand n'imagine pas que la Normandie jouera un rôle clé dans l'issue du conflit. Il néglige donc les places militaires de la région. Mais le 6 juin 1944, au petit matin, les avions anglais et canadiens lâchent leurs bombes sur Caen, traçant un sillon du nord au sud de la ville afin de dégager le terrain pour les troupes au sol. Il se trouve que pour son malheur, le château est juste dans le couloir nord-sud qui détermine le chemin du bombardement. Il s'agit de toucher les ponts de l'Orne et de toucher la gare. Et le château est au point de départ de cet alignement. Et donc il prend un certain nombre de bombes qui endommagent considérablement, ne détruisent pas totalement, mais endommagent considérablement tous les bâtiments de caserne. Ça laisse le château à l'état de ruine. De nombreux bâtiments sont éventrés. Le bâtiment de garnison principal est complètement détruit. Des éléments sont soufflés, comme la toiture de la porte des champs. D'autres bâtiments sont détruits. Et on va se retrouver dans un site qui va être difficile à remettre en valeur après. La salle de l'échiquier est détruite aux 2/3. Après quelques jours d'intenses bombardements, 1000 ans d'histoire partent en fumée. À Caen, 1/3 de la ville est détruit. Au château, on constate les dégâts. Pourtant, certains voient dans l'enceinte en ruine une occasion inespérée de repartir sur la trace de son glorieux passé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir, suite aux destructions, un château qui véritablement renaît et revient un petit peu dans le paysage alors qu'on ne le voyait plus. Et à partir donc de cette fin de conflit, le château va devenir une priorité à conserver, un château médiéval, témoin d'un passé que l'on veut de nouveau connaître. Décision est prise de faire table rase, de raser les bâtiments de caserne et de lancer des fouilles archéologiques qui vont permettre de retrouver le donjon qui avait complètement disparu à la vue, puisqu'il était recouvert par l'architecture de la caserne. Et on va décider à ce moment-là de sauver le plus possible d'éléments du Moyen-Âge. Nous sommes en 1956. Michel de Boire, historien et archéologue, professeur à l'université de Caen, s'apprête à faire du château le lieu d'une première mondiale. On peut considérer Michel de Boire comme le fondateur d'une discipline nouvelle qui est l'archéologie médiévale, la castellologie médiévale. Il a fondé ici à l'université de Caen le centre de recherche archéologie médiévale et un des chantiers écoles de ce centre de recherche, c'est le château de Caen qui est fouillé entre 1956 et 1966 avec une concentration du travail autour du donjon. C'est lui qui a redégagé le donjon disparu à la Révolution, qui a fouillé la grande salle de l'échiquier, qui a fait des travaux aussi plus ponctuels dans d'autres bâtiments. Et ça a été un des premiers chantiers d'archéologie médiévale en France. Au total, à ce jour, 23 campagnes de fouilles ont été menées sur le château, avec à chaque fois des découvertes essentielles pour l'histoire, dont les plus récentes sont un souterrain datant de Philippe Auguste, une immense forge du XIVe siècle, unique en Europe, et les vestiges d'une maison médiévale. De considérables travaux de restauration ont permis de faire revivre ces éléments clés que l'on peut aujourd'hui visiter. En réalité, les fouilles n'ont porté que sur à peu près 5% de sa superficie. En particulier parce qu'on a des très grandes épaisseurs de couches archéologiques. On peut avoir jusqu'à 6-7 mètres d'épaisseur de couches et qu'on est dans des opérations qui sont longues et complexes. Donc si à chaque fouille apporte son lot de révélations, c'est un château qui a encore beaucoup à révéler. Le château, en fait, il a livré qu'une petite partie de ses secrets. Pendant une 60aine d'années, on a vendu une histoire, je dirais l'histoire ducale du château, avec le palais, avec la salle de l'échiquier. Les fouilles récentes ont montré qu'on avait encore une longue histoire à raconter. Les 5 hectares de l'enceinte n'ont en effet pas encore révélé tout leur mystère.
95% de la superficie restent à sonder pour découvrir les trésors qui permettront de reconstituer le puzzle des 1000 ans d'histoire de cette forteresse, imaginée par Guillaume le Conquérant. Les archéologues ont donc tant à fouiller sur ce château, loin, très loin, d'avoir livré tous ses secrets.